l'espionnage se faisait entre frères et sœurs, les complots naissaient autour des tables de banquet, et chaque héritier pouvait devenir un rival. Son père, Ptolémée XII, était un roi au pouvoir incertain, tantôt choyé par Rome, tantôt rejeté par son propre peuple. Il régnait entre deux tempêtes. Dans le palais, les alliances changeaient comme les saisons du Nil, et les trahisons n'étaient jamais bien loin. Cléopâtre, encore enfant, apprit à écouter avant de parler, à observer les sourires et à reconnaître ceux qui cachaient des couteaux. C'est dans ce climat tendu que son intelligence se révéla. Alors que les Ptolémées ne daignaient même pas apprendre la langue du pays qu'ils gouvernaient, Cléopâtre, elle, fit l'inverse. Elle apprit l'égyptien, elle en aimait les sonorités, la poésie, la symbolique. Et comme si une langue ne suffisait pas, elle en apprit d'autres, le grec, l'araméen, le latin et même des dialectes africains. Elle voulait comprendre le monde, chaque nuance, chaque peuple, chaque souffle. Les scribes de la cour racontaient qu'elle passait des heures à la bibliothèque, marchant entre les rouleaux de papyrus comme d'autres se promènent dans un jardin sacré. Elle interrogeait les astronomes du Muséon, discutait médecine avec les savants, posait 1000 questions aux philosophes. Certains disaient qu'elle avait l'esprit d'un roi, d'autres qu'elle avait l'audace d'un conquérant, et déjà son regard marquait tous ceux qui la croisaient. Un regard calme, profond, presque hypnotique, comme si elle devinait ce que vous alliez dire avant même que vous n'ouvriez la bouche. Mais grandir au milieu des livres ne la protégea pas des tempêtes du pouvoir. Lorsque son père fut renversé, elle observa le trône vaciller. Quand il parvint à le reprendre, elle comprit à quel point il était fragile. Et lorsqu'il mourut, laissant derrière lui un royaume divisé et des ennemis dissimulés dans l'ombre, Cléopâtre sentit que sa propre vie venait de basculer. Elle n'avait que 18 ans lorsqu'elle devint reine d'Égypte, aux côtés de son jeune frère, Ptolémée XIII. Officiellement, ils devaient gouverner ensemble. Officieusement, certains ministres rêvaient déjà de la faire disparaître. Dans les salles fraîches du palais, derrière les rideaux de lin, les complots s'épaississaient, les alliances se formaient, les regards se détournaient, et les conseillers murmuraient. Cléopâtre sentait que le pouvoir, le vrai, celui qui façonne l'histoire, ne se recevait jamais en héritage. Il se prenait, il se défendait, mais surtout, il se gagnait. Et pour elle, l'épreuve ne faisait que commencer. Dans les couloirs du palais, les conseillers du jeune roi se persuadaient de pouvoir manipuler une jeune femme, et ils se dressèrent tous contre elle. Ils murmuraient que Cléopâtre était trop influente, trop intelligente pour rester sur le trône. Bientôt, les murmures devinrent ordre et sans un bruit, sans une goutte de sang, Cléopâtre fut évincée du pouvoir. On la força à quitter Alexandrie. Elle se retrouva en exil, loin de ses colonnes de marbre, loin de la bibliothèque où elle avait tout appris, loin de ce trône qu'elle avait porté comme un destin, non comme un privilège. Mais Cléopâtre n'était pas une reine qui abdique, elle était une reine qui attend. Dans le désert, entourée d'un maigre cercle de fidèles, elle observait l'horizon. La chaleur écrasait la terre, les dunes ondulaient comme des vagues d'or, mais elle gardait la tête haute. Elle connaissait trop bien l'histoire de ses ancêtres pour ignorer que la chute n'est jamais qu'un prélude. Et puis un jour, une rumeur parcourut les tentes comme un souffle nouveau. Un homme était arrivé en Égypte, un homme dont les ambitions ébranlaient déjà le monde. Un général romain dont la renommée précédait chaque pas, Jules César. Il venait mettre fin à la guerre civile qui déchirait Rome, mais le destin lui réservait une autre rencontre. Cléopâtre comprit immédiatement ce que sa présence signifiait. Rome était la puissance dominante du bassin méditerranéen. Si elle voulait reprendre son trône, elle avait besoin d'un allié, et pas de n'importe lequel, du plus puissant. Mais entrer dans Alexandrie
imaginait un plan audacieux. Une nuit, deux hommes portèrent un grand tapis de lin roulé, soi-disant un cadeau diplomatique. Ils pénétrèrent dans les quartiers de César. Le général romain, intrigué, ordonna que l'on déroule le tapis. Et là, dans les plis du tissu, apparut Cléopâtre, jeune, calme, parfumée, rayonnante de volonté. Une apparition presque théâtrale, une entrée qui allait marquer l'histoire. César, amusé mais aussi charmé, vit en elle non seulement une reine en détresse, mais une femme intelligente, audacieuse, capable de contourner les plus solides murs. Dès cette nuit-là, une alliance se forma, pas seulement politique, quelque chose de plus complexe, de plus dangereux. Le lendemain, César convoqua Ptolémée XIII. Il déclara que Cléopâtre devait être rétablie dans ses droits de co-régente. Le jeune roi entra dans une colère noire. Il s'enfuit du palais, rallia une armée et la fit marcher contre César. Ce fut le début d'une guerre qui ne durerait que quelques mois, mais qui déciderait du destin de l'Égypte. Dans Alexandrie, les combats faisaient rage, les rues s'emplissaient de cris, de fumée, de chaos. César manqua même d'être pris au piège, et la grande bibliothèque, l'une des merveilles du monde, faillit être détruite par les flammes. Cléopâtre, néanmoins, restait près de lui, une reine sans couronne, mais jamais sans courage. Finalement, la bataille décisive arriva. Les troupes de Ptolémée furent repoussées vers le Nil. Le jeune roi tenta de fuir, mais son bateau chavira. Il se noya dans les eaux boueuses du fleuve qui avait vu naître l'Égypte. César était victorieux, Cléopâtre aussi, et quand elle retrouva son trône, personne n'osa le lui contester. Lorsque la guerre civile prit fin, Alexandrie retrouva le murmure doux de ses fontaines et la brise parfumée qui balayait les colonnes du palais. Et Cléopâtre, désormais reine légitime, régnait avec César à ses côtés. Leur alliance n'était plus seulement politique, c'était une union d'esprit, de charme, d'ambition, un lien qui défiait les royaumes et les traditions. Une reine d'Égypte et un général romain réunis au cœur du palais Lagi. Cela avait des allures de légende ancienne. Peu à peu, la rumeur se répandit, d'abord dans les couloirs du palais, puis dans toute la ville. Cléopâtre était enceinte. Quand naquit son fils, elle lui donna un nom chargé d'espoir et d'orgueil, Ptolémée XV César, que le peuple surnomma rapidement Césarion, le petit César. Pour Cléopâtre, cet enfant représentait plus qu'un héritier. Il était un pont entre deux mondes, l'Égypte millénaire et l'ambition romaine. Elle le voyait déjà comme le futur maître d'un empire plus vaste encore que celui de ses ancêtres. Mais César, lui, devait retourner à Rome. La République était instable. Ses ennemis complotaient. Il avait laissé trop de pouvoir derrière lui pour ne pas revenir. Cléopâtre décida alors de le suivre. Ce fut un voyage qui marqua les esprits. Une reine d'Égypte naviguant sur le Tibre, pénétrant dans la capitale du monde méditerranéen avec l'élégance d'une déesse. Rome n'avait jamais vu pareille apparition. Les foules se pressaient pour apercevoir cette femme au regard sombre, drapée d'étoffes fines, parlant plusieurs langues, capable de discuter politique comme un homme d'État. Dans la villa de César, elle vivait comme une souveraine étrangère, accueillie avec égard, mais aussi comme une silhouette mystérieuse dont on chuchotait le nom dans les rues. Sa présence dérangeait et son influence inquiétait les sénateurs. Cléopâtre n'était pas une simple amante, elle était une reine, et César ne s'en cachait pas. Plus encore, il semblait vouloir remodeler Rome autour de ses propres idées, devenir non plus un simple dirigeant, mais une figure quasi royale, ce que la République ne pouvait tolérer. Un soir de mars, alors que le printemps naissait doucement, le destin changea une fois encore.
César se rendit au Sénat, escorté de quelques gardes. Cléopâtre, restée dans sa villa, l'attendait avec l'ombre d'une inquiétude qu'elle ne s'avouait pas. Puis la nouvelle tomba, comme un cri étouffé dans le marbre. César avait été assassiné, poignardé par ceux qui prétendaient sauver la République. 30 coups, 30 lames, 30 traîtres. L'homme le plus puissant de Rome gisait désormais au pied d'une statue, son sang se mêlant à la poussière du Sénat. Cléopâtre comprit aussitôt, Rome n'était plus sûre, et le monde qu'elle avait imaginé pour elle et pour Césarion venait de s'effondrer. Elle quitta la ville en hâte, regagna Alexandrie, meurtrie mais pas brisée, car si la vague romaine avait renversé son avenir, elle n'avait pas noyé sa volonté. Elle replia ses ambitions, les garda au chaud dans son cœur et attendit le prochain chapitre du destin, car l'histoire n'en avait pas fini avec elle. À Rome, le pouvoir changeait de main, les alliances se recomposaient et la République s'enfonçait dans une nouvelle tempête. Mais un nom bientôt domina tous les autres, celui de Marc-Antoine. Marc-Antoine était l'opposé de César. Il n'était pas un homme de calme et d'analyse, mais de force, de passion et de panache. Il était un homme redouté que Rome respectait. Lorsque le pouvoir fut partagé entre lui, Lépide et le jeune Octave, l'héritier officiel de César, l'Empire romain sembla coupé en trois. Antoine reçut l'Orient. C'était là, sur cette terre baignée de chaleur, que son destin croiserait celui de Cléopâtre. On raconte que leur première rencontre eut lieu à Tarse, au bord du fleuve. Cléopâtre arriva sur une barge dorée, parfumée d'encens, ses voiles teintés de pourpre ondulant au vent. Vénus surgissant des eaux n'aurait pas fait plus d'effet. Lorsque la reine sortit du navire, drapée de lumière, Antoine fut captivé. Il n'avait jamais vu une telle souveraine, fière, cultivée, sûre d'elle, avec ce charme particulier qui lui flottait autour comme un voile invisible. Leur alliance naquit là, entre politique et fascination. Cléopâtre avait besoin d'un protecteur puissant. Antoine, lui, voyait en Égypte une richesse inépuisable et une alliée capable de renforcer sa position contre Octave. Mais très vite, ce qui n'était qu'un pacte devint une relation profonde, presque indissociable. Ils partageaient la table, les campagnes militaires, les rêves de grandeur. Ils formaient un couple redoutable. À Alexandrie, ils vivaient comme des souverains du monde antique. Ils organisaient des banquets, des cérémonies somptueuses, des jeux où l'élégance et la puissance se mélangeaient. La ville, sous leur règne commun, semblait renaître. Les arts prospéraient, les savants affluaient et la cour brillait d'une énergie nouvelle. Mais à Rome, Octave observait. Il voyait la popularité d'Antoine faiblir, entendait les rumeurs et comprit qu'il pouvait s'en servir. Il accusa Cléopâtre d'ensorceler Antoine, d'être une reine étrangère voulant gouverner Rome depuis l'Égypte. Il affirma même qu'Antoine voulait faire de Césarion le prochain maître de Rome. Une accusation comme un poison. Et ce poison, Octave le distilla dans toutes les rues de Rome, jusqu'à ce qu'il enflamme toute la population. La guerre devint inévitable. Antoine et Cléopâtre unirent leurs forces. Leurs armées se rassemblèrent près d'Actium, sur les côtes de Grèce. Une bataille décisive où se jouait l'avenir de deux empires. Le jour venu, la mer était lourde, le vent incertain. Les navires d'Octave, mieux organisés, prirent l'avantage. Le combat fut long, chaotique, couvert de fumée et de cris. À un moment critique, voyant la bataille se retourner, Cléopâtre décida de sauver ce qui pouvait encore l'être et fit voile vers l'Égypte. Antoine, déchiré entre l'honneur et l'amour, choisit de la suivre. Leur retraite marqua la fin de leur puissance. De retour à Alexandrie, ils comprirent que le destin se refermait sur eux. Octave avançait,
Méthodique, sûr de sa victoire, les alliés d'Antoine l'abandonnaient un à un. Finalement, Rome entra dans Alexandrie. Les jardins royaux étaient silencieux, les couloirs du palais baignés d'une lumière triste. Antoine, croyant Cléopâtre déjà morte, se laissa tomber sur son épée. Grièvement blessé, il fut récupéré et transporté auprès d'elle. Lorsqu'elle le vit, encore vivant, elle le prit dans ses bras. Il mourut là, contre son cœur, murmurant qu'aucun homme ne l'avait jamais aimé comme lui l'avait fait. Cléopâtre resta seule, prisonnière, surveillée mais droite malgré tout. Octave proposa de l'épargner, mais elle comprit ce qu'il voulait réellement. L'exhiber à Rome lors de son triomphe comme un trophée. Elle, reine d'Égypte, dernière descendante des pharaons, ne supporta pas cette idée. Elle demanda alors une dernière faveur, un peu de temps et de solitude. Puis, dans une salle discrète du palais, elle se fit apporter un panier de figues. Mais parmi les fruits se cachait un cobra, symbole de royauté et de mort sacrée. Cléopâtre tendit la main. La morsure fut brève. Elle s'allongea, drapée de blanc, le regard tourné vers les colonnes du palais qui s'effaçaient dans la lumière. Ainsi s'acheva la vie de Cléopâtre, reine de deux mondes, femme de pouvoir, d'intelligence et de passion, la dernière flamme de l'Égypte antique. Et lorsqu'Octave entra dans la pièce, il comprit que même vaincue, elle avait choisi sa fin, comme une souveraine, comme une légende.